tous ici présents, pour moi, vous comprendrez que c'est un immense plaisir d'être ici avec vous au nom du ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette. Je remercie les membres de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean de me donner l'occasion de prendre la parole dans le cadre de ce congrès si important qui se fait à chaque année, mais ça nous permet tout au moins de pouvoir se rencontrer et moi, ça me permet de vous écouter, bien sûr. Je suis content de pouvoir souligner avec vous le 75e anniversaire de cet organisme. Aujourd'hui, l'association nous invite à exprimer haut et fort notre fierté de jouer un rôle actif dans l'aménagement forestier durable pour le Québec. Mais vous allez comprendre que c'est comme ça qu'on va avoir une forêt de plus en plus productive. Et c'est la raison pour laquelle l'association travaille énormément dans ce domaine-là. Bien qu'elle souffle cette année ces 75 bougies, l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean a su conserver au fil des ans la fougue et l'énergie que lui ont insufflé ses tout premiers administrateurs. Rappelons-nous que c'est en 1939, animé par le désir d'éduquer, bien sûr, d'informer et de sensibiliser la population du Québec à l'importance de la forêt et de son développement durable, que la mise sur pied de l'Association forestière du Québec s'est concrétisée. 3 ans plus tard, soit en 1942, les premiers administrateurs de cet organisme sans but lucratif mettaient sur pied un centre régional dont la mission visait à représenter les caractéristiques intrinsèques au milieu forestier du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Du coup, le cercle régional du Lac-Saint-Jean-Saguenay voyait le jour, parce que c'est exactement comme ça que ça s'appelait. Ce n'est qu'en 1980 que l'appellation Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sous laquelle on la connaît aujourd'hui, est apparue. La nouvelle désignation coïncidait avec l'amorce d'une collaboration avec le gouvernement du Québec. Depuis, l'association est source de succès, mais surtout de fierté. Au quotidien, elle voit à faire connaître la forêt et le matériau bois en tant qu'élément de développement durable et en tant que milieu de vie. Un mandat dont elle s'acquitte grâce aux ateliers intensifs qu'elle anime dans plusieurs établissements scolaires de la région, en plus de sensibiliser la relève à l'importance sociale, économique, écologique et culturelle du milieu forestier. Il y a quelques semaines avait lieu à Rouyn-Noranda, et beaucoup de gens d'ici qui étaient là, le bilan du Forum Innovation Bois. Comme souhaité, le Forum a entraîné des initiatives structurantes pour l'ensemble de l'industrie forestière. Non seulement 80% des mesures du plan de travail Innovation Bois ont été mises en œuvre, mais c'est toute l'industrie québécoise des produits forestiers qui est appelée à se moderniser et à se réinventer. Comme on dit souvent, la seule chose qui est permanente aujourd'hui, c'est le changement. La démarche du Forum a entraîné des effets structurants pour toutes les régions forestières du Québec et notre belle région n'en fait pas exception. Fier du travail accompli et soucieux de maintenir le cap, le gouvernement du Québec a procédé à diverses annonces visant à soutenir l'industrie forestière. Je pense notamment au montant de 600 000 sur 3 ans annoncé à l'Université du Québec à Chicoutimi afin de former des ingénieurs civils en leur offrant des connaissances les plus à jour en construction bois et des apprentissages pratiques répondant aux besoins de l'industrie. Tout le monde le sait, si on n'utilise pas notre bois, on est perdant. Alors qu'aujourd'hui, vous savez comme moi, les ingénieurs ont fait des analyses et on a travaillé avec les universités, dont l'Université du Québec à Chicoutimi, pour s'assurer que de plus en plus, on va construire des immeubles en bois. On a commencé à construire des maisons à 2 étages, des maisons à 3 étages, mais est-ce qu'on est rendu maintenant à des immeubles de 11 étages? Donc, ça veut dire que la connaissance progresse et que de plus en plus, au Québec, on utilise notre bois.
D'autres sommes ont été également annoncées pour l'ensemble de la province, du nombre, notons, 4 millions sur 2 ans pour soutenir la recherche forestière en région et ainsi développer des projets de recherche qui répondront aux besoins d'acquisition de connaissances en matière de sylviculture. La sylviculture, c'est extrêmement important parce que ça, c'est jardiner la forêt pour s'assurer que les générations pourront bénéficier, encore une fois, de cette ressource naturelle. Et je vous dirais, la première décision que le premier ministre a fait prendre au Conseil des ministres lorsqu'il est entré en poste, c'est d'annoncer 225 millions en sylviculture en 2014. 1,750 million sur 5 ans pour soutenir la recherche de la construction en bois, dont le renouvellement du financement des activités de recherche de la chaire industrielle de recherche et de construction éco-responsable en bois à l'Université Laval. 1,2 million FP Innovation pour l'acquisition de connaissances sur le matériau à faible empreinte carbone. Tout à l'heure, j'ai assisté justement dans le salon à une présentation de FP Innovation sur le génome. J'en revenais pas. C'est nouveau et véritablement, ça va nous permettre, encore une fois, d'aller plus loin par rapport à augmenter, je vous dirais, la performance de nos forêts. Et ça, c'est grâce à la recherche que l'on fait. Outre ces engagements totalisant plus de 7 millions de dollars, le gouvernement a également annoncé la mise en place d'un 6e chantier sur la compétitivité de l'industrie forestière s'inscrivant dans la mouvance du Forum Innovation Bois. Ce lieu d'échange favorisera l'instauration d'objectifs communs afin qu'il se dégage des pistes de solutions pour favoriser la compétitivité de notre industrie de façon à ce qu'elle continue à contribuer au développement économique du Québec et de ses régions. S'il y a une région, on est la région la plus forestière du Québec, et je dois vous dire que s'il y a une région qui peut bénéficier de cette recherche-là, c'est nous, comme région forestière, et je vous incite, bien sûr, à suivre ça de très, très près et à prendre tout ce qui est nécessaire pour, justement, améliorer vos conditions de travail, mais aussi améliorer le rendement de la forêt. Il s'agit d'exemples concrets qui démontrent bien que l'industrie forestière québécoise est plus innovante que jamais. Maintenant, ce n'est plus un secret pour personne, la planète est en crise ou aux prises avec un enjeu de changement climatique. J'en prends un mot Sylvain là-dessus parce qu'il travaille au niveau de la Commission sur l'environnement. Et comme plusieurs de ses pairs à l'échelle planétaire, le gouvernement du Québec, quant à lui, a pris des engagements fermes avec l'intention de prendre des actions visant à lutter contre les changements climatiques. Vous n'entendez parler, même que je pense que vous êtes tanné d'en entendre parler parce que quelquefois, ça vient toucher nécessairement l'industrie forestière. Le plan d'action sur les changements climatiques 2013-2020, le plan d'action sur l'électrification des transports 2015-2020 et la politique énergétique 2030 sont autant d'initiatives gouvernementales qui permettront au Québec de concrétiser l'atteinte de cet objectif. D'ici 2030, le Québec s'est donné comme mandat de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % sous le niveau de 1990. Vous allez comprendre que ça, c'est tout un défi. D'ailleurs, on se fait dire régulièrement que ça va être difficile à atteindre. On en parle en commission parlementaire, puis on échange beaucoup là-dessus. C'est un défi qu'il faudra qu'on relève parce qu'on va en bénéficier lorsqu'on atteindra ce défi. Parmi les mesures d'atténuation des changements climatiques qu'il propose, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est-à-dire le GIEC, que vous entendez parler, évoque la réduction des sources d'émissions. Le GIEC priorise notamment le renforcement des puits de gaz à effet de serre. Il s'avère que le secteur forestier est un des seuls à pouvoir contribuer de façon significative dans le stockage du carbone. Donc, je vous dirais, c'est une grande opportunité pour l'industrie forestière. Par leur capacité de capter le carbone, les forêts et les matériaux bois qui en découlent
sont des alliés de taille dans la lutte contre les changements climatiques à l'échelle planétaire. En plus d'être hautement performant, le matériau bois peut remplacer des matériaux dont la production requiert de grandes quantités d'énergie et des matériaux fabriqués à partir de produits pétroliers, ce qui en fait un choix écologique dans la construction résidentielle, industrielle, institutionnelle et commerciale. Et finalement, les sous-produits issus de la transformation du bois peuvent être utilisés comme biocombustibles. Il y a beaucoup de projets au niveau des biocombustibles et je vous invite bien sûr à regarder ça de très près pour remplacer les combustibles fossiles. À cela, il faut ajouter que l'utilisation du bois permet de soutenir l'économie et de maintenir les emplois dans le secteur forestier. Des gains notables, vous en conviendrez, tant pour l'environnement que pour les régions qui en vivent, comme c'est le cas pour notre région. Le boisement et la gestion durable des forêts constituent également des mesures prometteuses qui ne sont pas étrangères au fait que notre industrie forestière a le potentiel de contribuer de façon significative aux stratégies de lutte contre les changements climatiques. Pour maintenir son empreinte positive, mais aussi pour la bonifier, l'industrie forestière doit s'engager dans un tournant, celui de consentir davantage d'efforts dans la transformation et de sa modernisation afin d'accentuer son rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Vous allez en entendre de plus en plus parler. L'industrie forestière a beaucoup de potentiel justement pour diminuer je vous dirais, ce cancer qui est les changements climatiques. On le sait, qu'est-ce que ça fait? Partout, il y a des inondations. Partout, nous avons des difficultés au niveau, bien sûr, de la forêt. Mais il y a des moyens, ensemble, qu'on puisse trouver des solutions. Et je vous invite, dans toute votre passion, à trouver puis à faire partie de la solution. Il y a là un rendez-vous à ne pas manquer en vue d'identifier les efforts en innovation et de développer de nouveaux produits et de nouveaux marchés. À cet égard, je suis convaincu que l'industrie forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera bien représentée. Au niveau du sommet économique, on a eu des tables sur la forêt et je dois vous dire que vous avez travaillé énormément fort. Maintenant, le défi, c'est de mettre en place ce qui a été proposé par la table et de s'assurer qu'ensemble, on va aller plus loin. Parce que vous savez, lorsqu'on travaille seul, ça va plus vite, mais quand on travaille ensemble, on va beaucoup plus loin. En terminant, je tiens de nouveau à souligner le 75e anniversaire de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La mission éducative de cette dernière est essentielle. Je souhaite aussi diriger les projecteurs vers ses membres, c'est-à-dire vous qui êtes membre de cette association. Sachez que votre rapport à la société québécoise et à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean est fondamental. Grâce à votre engagement en information et en sensibilisation, vous contribuez à la pérennité du secteur forestier. Pour ce partage de valeurs inestimable, le gouvernement du Québec tient à exprimer toute sa reconnaissance et sa gratitude à l'égard de l'ensemble des employés et bénévoles qui ont œuvré et qui œuvrent encore toujours au sein de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Votre travail passionné fait une grande différence auprès des jeunes et des moins jeunes en matière d'éducation aux enjeux relatifs à cette forêt qui nous tient tous à cœur. Ce même travail constitue aussi à alimenter la culture forestière qui coule littéralement dans les veines des Québécois. Il y en a des Québécois, bien sûr, qui aiment la forêt, puis ils l'aiment tellement qu'ils ne veulent pas qu'on la coupe. Mais c'est grâce, justement, à l'Association forestière qu'on leur fait la démonstration que la forêt, il faut la jardiner, il faut être en mesure de la couper, il faut être en mesure de la reboiser. Et c'est comme ça, véritablement, qu'on va faire la guerre au changement climatique. Donc, à partir de là, lorsqu'on travaille ensemble et qu'on s'assure que tout ce cycle est respecté, vous savez comme moi qu'on est tous gagnants. Nous avons besoin de vous et de vos compétences pour expliquer à la population les différents enjeux relatifs
au secteur forestier, mais je dirais même plus, qu'on a besoin aussi de l'Association forestière pour expliquer à Greenpeace que la forêt, c'est une ressource, oui, financière, bien sûr, mais une ressource naturelle qui est renouvelable. On peut la couper pour la reboiser, pour qu'elle fasse son rôle au niveau des changements climatiques, mais on dirait que c'est compliqué à faire comprendre, mais c'est avec, justement, l'Association forestière qu'on peut faire ce grand enjeu. Nous avons aussi besoin de vous pour contribuer à rendre les gens de notre région fiers de leur grande richesse, qui est la forêt. Et moi, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de congrès, une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Nous allons maintenant, comme dernière activité, assister à des témoignages de gens de chez nous. Et on a un invité pour animer cette partie du congrès. J'inviterai M. Éric Dufour de Raymond Chabot Grant Thornton à venir me rejoindre en avant. M. Dufour est un leader reconnu au Québec en relève et transfert d'entreprise, professionnel axé sur le travail d'équipe et travail au mariage intergénération. Il est vice-président régional de Raymond Chabot Grant Thornton, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord. Je vais inviter mes amis à venir me rejoindre. Donc, j'invite, puis surprenez-vous pas, c'est tous des Tremblay, fait que je vais être obligé de dire le prénom. Donc, M. Vital, avec Jonathan, ainsi que M. Bertrand, ainsi que Jérôme, ainsi que Hans. C'est bien ça? Fait que vous voyez, c'est tout des Tremblay. Ça n'a pas été prévu comme ça, mais je viens de constater cette situation aussi. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Donc, j'ai le plaisir et le bonheur de graviter autour de l'entrepreneuriat, de tout secteur confondu, pour aider les gens à passer de génération en génération. Donc, on a une belle brochette de témoignages. J'ai fait une préparation tout à l'heure. Je peux vous dire que le 45 minutes est vraiment insuffisant. Je vous avertis d'avance. Mais on va... Soyez-vous, messieurs? Ben oui. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir, mais auparavant, en préambule, je vous invite à écouter un petit vidéo préparatoire. Bertrand disait que tu sais, c'était en cas de grippe, ça pouvait pour prévenir la grippe. Tu sais, dans ce temps-là, il prenait du gin, hein? Ma maman et mon papa. Si rien, ma mère, elle voulait même pas que je fasse de moto. Elle trouvait ça bien tout dangereux. Moi, mon conjoint, bien, Bertrand, mon grand-père, là, il en faisait. Le père à Bertrand, lui aussi, il en faisait. Ce qui m'impressionnait, c'est parce que c'était de génération en génération. Là, tu sais, c'est ça qui est spécial. Ben, tu sais, il faisait ça assez discrètement, naturellement, c'est sûr, là. Puis, en tout cas, là, au moins, c'est légal. Ils sont donnés à 200 %, là. Une super équipe, hein? J'ai reçu un bon succès parce que je suis certaine que ça va bien fonctionner. Donc, je vais débuter avec le premier à ma droite, qui est l'entreprise, vous connaissez sûrement bien Vital Tremblay, donc qui a quelques compagnies, dont celle la plus connue, Sylviculture Tramfort. Vital qui est avec son fils Jonathan. Donc, ils sont dans cette industrie. J'ai également M. Bertrand, qui travaille avec ses enfants, avec des multifonctionnels, hein, c'est bien ça, en forêt. Donc, ici, vous avez les gens qui travaillent à la récolte comme entrepreneurs, où ces gens-là, c'est leur business. Et ici, vous avez des amis qui travaillent aussi fort, mais eux, d'abord, Jérôme avait un autre travail, et Hans a un autre travail, mais dans leur cas, à eux, ils ont des lots, et c'est au niveau de la passion d'un hobby. Donc, on a quand même deux situations qui sont différentes, mais vous allez voir, on va quand même travailler ce qui peut nous rejoindre tout le monde. Je vais débuter avec Vital. Vital, peut-être sommairement présenter
sommairement ton entreprise et également comment c'est venu cette histoire-là? Comment se fait-il que Jonathan est assis à côté de toi aujourd'hui? OK, Éric. En fait, moi, j'avais 2 passions dans ma vie. La première passion, c'était l'agriculture. L'agriculture, moi, dans mon jeune âge, j'ai toujours aimé, avec mes parents, faire tirer les vaches, autrement dit. Je m'excuse parce que j'ai pas l'habitude de parler comme ça en plein public, mais j'avais 2 passions. Celle-là, c'est l'agriculture. La deuxième, c'était la foresterie. Pour faire un petit résumé, c'est qu'en 1966, il y a une technologie qui a sorti au cégep de Chicoutimi, la technologie forestière. Fait qu'on nous permettait d'avoir un diplôme d'études collégiales en foresterie. Fait que je peux vous dire que moi, avec 12 autres étudiants, nous avons terminé en 1969 notre cours en foresterie, en technique forestière. Puis, moi, ma passion, c'était surtout penser surtout à faire de l'acquisition de propriétés forestières privées, de les aménager et de récolter cette essence, ces essences-là. Ça fait qu'on a fait de l'acquisition un peu partout au Saguenay pour, justement, pouvoir en vivre un peu. Mais ça n'était pas assez pour nous. Ça fait qu'en 1994, on a fondé Sylviculture Tremfort. Tremfort qui s'occupe surtout de l'aménagement forestier, reboisement, coupe de nettoiement, récolte et tout. Ça fait que c'est un petit peu ça. Puis finalement, je pense que d'avoir ton entreprise, c'était un de tes rêves dans ton enfance, je comprends. Ben oui, j'ai toujours pensé, moi, d'être en entreprise. Je vous dis, moi, là, c'est pas une question d'argent, c'est une question... Parce que moi, la foresterie, j'en mange de ça, vous savez. Moi, j'ai commencé en 69. En 2019, ça va faire 50 ans. Puis dans 50 ans, ça a passé comme un éclair. J'ai pas vu ma vie. J'ai pas vu ma vie. Fait que, puis j'ai aimé ça. Puis on me dit souvent, ben, écoute, prends-tu ta retraite? Ma retraite, je la fais présentement. Fait que j'aime bien ça. Donc, Bertrand, peut-être présenter sommairement ton entreprise? Moi, c'est une entreprise que mon père avait fondée en 1979. Puis j'ai commencé avec lui. J'ai lâché l'école. J'ai fait mon secondaire 5. J'étais au cégep. Puis j'ai commencé à travailler avec lui en forêt. Puis il m'avait dit, si t'aimes ça, on continue. Si sans ça, tu retournes à l'école. Mais ça a fini que je pense que j'aimais ça. Fait que, mon père a tout à travailler en forêt. On a tout à vu ça. Puis... Fait qu'on a continué à travailler en forêt avec. Puis présentement, j'ai 3 garçons. Puis les 3 garçons travaillent en forêt avec moi présentement. J'aurais aimé ça qu'ils arrêtaient avec nous autres aujourd'hui, mais le travail primordial. Fait que c'est des belles choses à vivre, c'est des choses plaisantes que nous autres, on n'a même pas vécu quand on était plus dans l'entreprise avec mon père, mais qu'un jour, sûrement que mes garçons vont vivre ça puis qu'ils vont participer peut-être plus que nous autres, on a participé. Parce que je pense qu'ils sont là pour un bout encore. Donc, au début d'un plan de relève, donc 3 enfants qui travaillent. Combien de machines que tu as présentement? On a 4 abatteuses puis 3 transporteurs. Puis les 3 enfants travaillent sur le payroll de l'entreprise? Oui. Parfait. On y revient tout à l'heure. Merci. Nos 2 autres, M. Tremblay. Donc, Jérôme, tu vas avoir un micro? Ben oui. Donc, Jérôme, là, c'est une toute autre entreprise. Là, on parle de l'eau privée, c'est bien ça? Oui. Moi, mon père, mon grand-père, puis mon beau-père, il y avait des lots à bois. Alors, tout ce que je sais, moi, m'occuper, c'est des lots à bois. Fait que je me cherchais des lots à bois proches de chez nous, avec du bois dessus, un lac puis une plage. Alors, en 1973, une Madame Rita de la Baie vendait les premiers lots du Saguenay. Ils commençaient exactement au musée du Fjord. Alors, j'ai acheté 5 lots pour 15 000 $. Mais en 1973, ça coûtait 15 000 $ bâtir une maison. Alors, je me suis habitué, ça a été ma passion tout le temps parce que c'était proche. Et ça m'a permis de prendre ma retraite très jeune. Ça fait 21 ans que je suis en retraite et j'ai coupé pas mal de bois.
et ça me garde en forme. Donc, Jérôme, mais tu avais un travail à travers ça? Oui, moi, j'étais enseignant, moi. Puis c'était mon hobby. Alors, au lieu d'aller après mon travail à 3 heures au bar, j'allais couper du bois pour me garder en forme. Maintenant, je vais y aller avec Jonathan, le fils à Vital. Jonathan, écoute, ton père avait une passion. On dit aujourd'hui que les jeunes générations, écoute, c'est moins travaillant, c'est plus, ça se rapproche plus, ça veut moins s'éloigner. On attribue plein de choses aux jeunes, là. Mais tu es ici aujourd'hui, Jonathan. Donc, est-ce que tu as certainement entendu en bien de la forêt, de l'industrie autour de la table de ton père? Bon, ben d'abord, Éric, merci de me considérer encore comme un jeune. Quand même, je suis vieillissant. Je vais parler pour ma génération, la génération Y. C'est vrai qu'on est malmené un peu. On passe pour des jeunes qui sont un petit peu moins travaillants. Je suis pas d'accord avec ça. D'abord, c'est vrai que Vital a travaillé toute sa vie. D'ailleurs, quand j'étais jeune, il était plus ou moins présent. C'est pas une reproche, là. Il était effectivement assez affairé à bâtir ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas parce que la famille, j'imagine que c'était moins important pour lui, mais des moments, il faut avoir des priorités dans la vie. Pour moi, effectivement, la famille, c'est très important. J'ai un petit garçon de 7 ans. Puis, écoutez, j'ai comme feeling que, dans le fond, quand le temps qu'on ne prend pas avec notre famille, nos enfants, bien, ça ne revient pas. Fait que c'est important d'en profiter. C'est important d'en profiter quand que ça passe. Maintenant, on a des entreprises à faire rouler. Fait que, dans le fond, il faut vraiment bien planifier notre temps. Je veux dire, nous autres, les Grecs, c'est plus au niveau des horaires flexibles. Ça cohabite bien avec Vital, là. Oui, hein? c'est ça. Oui, il y a une belle Mais cohabitation. Vital, il nous a très bien véhiculé la passion forestière, malgré que je suis obligé de vous dire quand même qu'il a été dur avec nous autres. Je pense qu'il voulait qu'on sache vraiment, dans le fond, à quoi s'en tenir au niveau de la foresterie. C'est vrai que c'est un très beau domaine. Il a quasiment été sadique là, dans l'histoire qu'il a racontée tout à l'heure, qu'il t'a laissé dans le bois. Là, C'est vraiment un très beau domaine, mais il voulait quand même, je pense, qu'on sache, qu'on voit vraiment c'est quoi, que c'est pas toujours facile, je pense. Puis il a bien fait, je pense, mais ça nous a pas découragés. Si tu veux compter l'histoire, en tout cas... En fait, les petits gars, eux autres, ils ont commencé à travailler chez moi, chez nous, au camp forestier, il y avait une douzaine d'années. Les deux. En fait, j'ai 2 garçons. C'est Jonathan, puis j'ai Yannick, qui sont tous les 2 en foresterie. L'autre est en technique forestière, puis Jonathan, il est ingénieur forestier. Vers l'âge de 12-13 ans, vous savez, dans ce temps-là, on ne pense pas toujours ce qu'on fait. On avait une quarantaine d'hommes. On commençait à faire notre travail de débroussaillage en forêt, tâcher de dépasse. Puis j'avais besoin d'un gars pour débarrasser un chemin. En fait, c'était un chemin embroussaillé. Puis ce chemin-là, il fallait le débroussailler. Fait que moi, j'ai pensé à quelqu'un de 12 ans, que j'emmène à 30 km du camp pour pouvoir débroussailler ce chemin-là. Le chemin, avec une débroussailleuse, du gaz mixé, puis je l'amène au chemin à débroussailler, puis j'ai dit, t'as ça à faire, t'as 1 kilomètre à faire aujourd'hui, faut que tu le fasses. Fait que le petit gars, il n'y a pas de mots. Ça fait qu'il a débroussaillé toute la journée. Mais une chose que j'avais oubliée, je n'avais pas donné de lime pour affûter sa lame. Fait que le soir, quand j'arrive d'aller chercher, il avait débroussaillé son chemin, mais la débroussailleuse s'était complètement sautée. Puis en plus, il n'y avait pas son lunch. Il avait oublié son lunch. Fait que le petit gars, là, à 11 h, à 6 h le soir, quand j'étais cherché, il n'a pas dit un mot. Il avait la tête basse. Puis il s'est couché brûlé. Fait que c'est un petit peu ça, puis ça, j'étais un petit peu... Ça, je m'en souviens, puis lui s'en souvient aussi. Ça fait que c'est un petit peu amplifié. C'est pas nécessairement d'un conseil à donner de notre atelier, là, mais quand même, c'est quand même bon. Mais c'est une belle histoire. Bertrand, écoute, on a parlé tout à l'heure, pour toi, tu disais que c'était ton père, puis là, tu as 3 enfants, donc une nouvelle génération avec des responsabilités importantes. Comment ça s'est passé, tout ça? C'est-tu venu naturellement? Tu en parlais autour de la table ou c'est venu tout simplement une situation d'hérédité? Comment ça s'est vécu de ton côté, ça, que tes enfants aujourd'hui soient là? C'est peut-être en parlant autour de la table aussi, là. C'est sûr que le message qu'on apportait à la maison, bien, quand on revenait de travailler en forêt, bien,
il n'était pas négatif. Tu sais, j'ai jamais poussé mes garçons à venir en forêt, mais je les ai jamais découragés non plus. Même s'il y a des périodes que c'est pas facile, ben il va toujours avoir... Ben, dans tous les domaines, il y a toujours mettons, des périodes que ça va être plus difficile que d'autres. Fait que moi, je me disais, ben, c'est pas pire en forêt qu'en agriculture, qu'en business en ville. Fait que là, s'ils veulent venir en forêt, ben, puis s'ils veulent continuer à faire le travail, ben, ça sera tant mieux pour moi, parce que mon père était très fier de nous autres aussi, de voir qu'on continuait. Fait que là, ben, c'est sûr que de notre côté, ben, c'est la même chose. Puis c'est ça. En les décourageant pas, mais même pas en persistant, en poussant pour qu'ils viennent, ben, c'est venu naturellement d'eux autres. Peut-être, comme tu dis, Éric, en véhiculant un message qui était positif, puis que c'est pas pire faire ça que faire d'autres choses. Fait que là, ils ont tous pris la tendance de s'en venir en forêt, puis j'ai comme l'impression qu'ils sont quand même assez heureux, puis de plus en plus, bien, moi, je crois qu'ils vont devenir de plus en plus fiers parce que c'est des années qui s'en viennent peut-être difficiles, mais ils vont traverser le temps, puis je suis sûr qu'ils vont être fiers d'avoir... Bon, on en parlait, nos deux Bertrand, au départ. Vous savez, travailleur, une entreprise comme Bertrand, c'est vraiment une entreprise importante. C'est vraiment un projet entrepreneurial important avec des défis de ressources humaines, des défis financiers, des défis de management. Et je crois que le défi de main-d'œuvre est majeur. Puis on parlait aussi de la valorisation de la forêt. On disait qu'on était content des campagnes qu'on voit à la télévision tout à l'heure, ces temps-ci. Et tu m'apportais une petite anecdote, un certain moment donné, de ton enfant qui arrivait de l'école, qui était toute triste, là, peut-être la raconter. Ouais, ça s'est passé, mettons, dans les années, il devait être en 2e ou 3e année. Puis, un moment donné, le professeur, lui, il demandait aux élèves, c'est quoi qu'ils voulaient faire dans le futur. Fait que là, moi, mon garçon, il dit, moi, je veux aller travailler dans le bois, comme mon père. Mais là, le professeur a dit, tu sais, dans 20 ans d'ici, là, du bois, là, il n'y en aura plus, là. Qu'est-ce que tu vas faire dans le bois? Fait que là, lui, quand il est revenu à la maison, là, il était bien découragé, là, tu sais. Lui, il voulait suivre les traces de son père. Moi, j'ai dit, demain, là, tu diras à ton professeur que si dans 20 ans d'ici, il n'y a plus de bois, là, elle va avoir un problème aussi, là. Parce que là, je sais pas, mais ici, dans la région, là, nous autres, on vit pas mal du bois. Puis même elle, ça fait l'école, ça y prend du papier, puis ça y prend pour faire les choses à la maison, ça prend... tout sort du bois, ça fait que là, puis sa maison est en bois, ça fait que là, on sera tous dans le même bateau, on n'aura pas de problème, on n'aura plus rien à faire ici, ça fait que là, fais-toi-en pas pour ça, là. Fait que là, c'est cette petite affaire-là. Là. Ça fait que c'est une fierté pour toi que tes 3 enfants sont avec toi et tu es sur le point, on en parlera tout à l'heure, de faire un processus de transfert, les impliquer dans l'entreprise. Donc, on y revient avec vous deux tout à l'heure. Hens, donc, Jérôme est bien assis avec... Il manque la télécommande, je pense. Donc, Hens, tu ressembles-tu à ton père? Écoute, on dit que les générations sont très différentes. Donc, c'est quelle ressemblance que tu as avec Jérôme dans le caractère? On n'est pas au physique, j'espère, non? J'essaye de faire ce que mon père n'a pas fait, c'est-à-dire être plus strict et plus... Au niveau des réparations, des choses comme ça, je suis pas de la génération un bout de broche puis un marteau sur le siège, ça fait l'histoire. Mais ça doit être. Pour ce qui est du passage, écoute, j'ai été là toute ma vie parce que quand ça a commencé, quand j'ai acheté ça, j'étais très jeune. J'ai des très bons souvenirs d'avoir passé des journées à enlever des roches dans le chemin en arrière du tracteur. C'était vraiment plaisant. J'ai déménagé du Couty-Minard pour aller rester à Grande-Bay parce que les lots sont à côté, puis je voulais retrouver ça à la proximité. Je fais ça dans mes hobbies le samedi, le dimanche, le matin. Il faut concilier la famille et le loisir, même si c'est pas comme eux autres, ce qui n'est pas toujours évident. Ensuite de ça, je fais ça pour m'amuser. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais pour concilier la famille? Donc, on comprend là, que c'est une activité là, qui demande l'ouvrage. Hein? Oui, effectivement. Quand on regarde les nouvelles générations, là, hein, la forêt, beaucoup de propriétaires de l'eau, quand on regarde ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va se maintenir, toute cette activité-là, dans le futur? Je pense que oui, parce qu'il y en a plusieurs des jeunes qui cherchent des terres à bois. C'est la nouvelle tendance. C'est parce que c'est la grande liberté. Puis observez un peu les gens qui ont des terres à bois.
c'est pas des gens qui sont gras, en général, puis qui sont dépressifs. Aussitôt qu'ils ont un avant-midi, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont sur l'eau. Moi, je me souviens, ma mère disait, est-ce qu'il est ton père? Ben, il est sur l'eau, la cagotte. Mon beau-père, ma belle-mère, elle disait, Jean-Paul, ben, il est sur l'eau. Mon grand-père Thomas, il est sur l'eau. Alors, inquiétez-vous pas. Tant qu'il va y avoir des lois à boire, il va y avoir des gens intéressés. Pas nécessairement pour l'argent, c'est pour la santé physique et mentale. On va parler un petit peu plus maintenant. Là, on a fait un petit chapitre là, sur la sensibilisation à la forêt et la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Vital, donc, ce que je comprends, c'est que tu as fait un processus de relève. Est-ce que maintenant, peut-être nous en parler un peu, Bertrand? Vital, Oui. l'entreprise appartient Oui. maintenant aux enfants, c'est ça? Oui. En fait, ça a commencé en 2005. On ne peut pas dire que le processus est terminé. Ça prend beaucoup de temps. Pour ceux qui ont une entreprise qui veulent faire la relève, bien, vous savez quoi faire, ça prend du temps. Fait que depuis 2005, justement, on est en processus. On a chacun 33,1% des entreprises, des propriétés, pas des propriétés, des compagnies, dont l'Ignarex, l'ancienne Thierry Gauthier, où on est partenaire avec deux autres partenaires. On est tous à 33,1%. Je ne sais pas moi qui Yannick, Jonathan pense à ça, là, mais il reste qu'on continue. Je suis encore là. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont me clairer. J'espère que ça va prendre un certain temps. J'espère. Ce que je comprends, c'est que c'est un transfert qui s'étale dans le temps. C'est un transfert progressif, hein, Jonathan? Bien, nous, on pense que c'est la recette du succès, c'est ça, de le planifier. D'abord ton transfert, puis de le faire graduellement. Dans notre cas, en tout cas, c'était la voie naturelle à emprunter. Vital, tantôt, il a dit qu'il était en retraite, là, mais il travaille encore pas mal. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aurait pas pu arrêter du jour au lendemain puis faire la coupure, dire, moi, là, je m'en vais m'acheter un condo en Floride, puis je décroche. Là, non, ça se fait pas de même. Fait que, puis pour nous autres, parce que on a mon frère aussi là-dedans, bien, c'est un plaisir et une fierté, d'ailleurs, de pouvoir encore travailler avec lui. Puis vous savez, pour Vital, vendre l'entreprise, je pense que fiscalement, ça aurait été beaucoup plus intéressant, je pense, de vendre à un inconnu. Mais il a fait le choix de faire le transfert avec ses fils. Et je pense que c'est d'ailleurs une très grande fierté, il l'a dit. C'est un clin d'œil à faire à Mme Trudel. C'est un de ses défis là, de se battre avec le gouvernement Trudeau pour qu'une fois pour toutes, il atteigne, qu'il accepte cette histoire-là qui est une injustice totale. Donc, Mme Trudel, bon travail. Peut-être une chose décevante aussi, parce que c'est vrai, on a fait le transfert, puis, excusez-moi si j'étais un petit peu à côté, on a fait le transfert au niveau intergénérationnel. Vous savez, ça aurait été plus payant pour moi de vendre à un étranger que de vendre à mes enfants. Ça, c'est décevant là, pour un entrepreneur. C'est une petite parenthèse que je vous fais. C'est très décevant. J'espère que les gouvernements vont se pencher sur ce. Mme Trudel, je me fie sur vous. Ça fait que c'est une. En fait, M. Serge aussi. C'est décevant pour un entrepreneur. M. Serge, ce qui arrive, c'est que le fédéral l'a réglé. Le provincial l'a réglé. Mais si le fédéral n'est pas présent, l'entrepreneur, si je te dis, provoque ton gain capital, tu vas dire, Éric, je ne le provoquerai pas, le fédéral ne suit pas. Donc, c'est la difficulté qu'on a, il faut se battre. L'Association forestière, vous avez des combats, mettez-le dans vos agendas. C'est une injustice totale. Moi, je suis sur des comités provinciaux actuellement. On va rencontrer M. Morneau éventuellement, on va continuer à le rencontrer, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour l'industrie forestière parce que c'est 85 des entreprises qui sont familiales. Et dans ces 85 %-là, chacun d'eux sont plus avantagés à vendre à leurs compétiteurs qu'à vendre à leurs enfants. Et c'est inacceptable. Donc, Bertrand, ça ne te décourage pas, ce que je viens de dire là, non? Non. Non, mais c'est sûr que c'est ça qui est plate un peu dans le système là, pour l'instant. Mais parce que le transfert de l'entreprise, ben, c'est une dette qu'on crée à l'entreprise. Fait que tout de suite là, ben, tu sais, endetter tes enfants pour... parce que là, premièrement, ils en ont des dettes. Là. L'entreprise a des dettes encore. Ça fait que là, pour faire le transfert, il faut que tu recrées une dette pour réendetter l'entreprise encore plus. Fait que là, c'est là que ça retarde le processus mettons, d'avancer, de changer des machines. Parce que là, un moment donné, quand tu as créé une dette, là, un moment donné, tu peux pas...
mettons, te surendetté, puis si tu n'es plus capable de payer ta dette, bien là, tu es obligé d'arrêter d'entretenir les machines ou des renouveler pour payer la dette mettons, que tu as créée en vendant ton entreprise à tes garçons. Ça fait que là, quand tu regardes l'avenir de l'industrie là, dans ton entreprise à toi, quand on parle de la difficulté de la main-d'œuvre, quel message tu pourrais lancer à un entrepreneur comme toi là, pour s'assurer d'avoir de la main-d'œuvre de qualité? Premièrement, une des actions, c'est l'expression « attacher tes enfants dans l'entreprise ». C'est un des moyens de te préserver de la main-d'œuvre. Au-delà de ça, la campagne qu'on entend, là, qu'on voit actuellement dans les médias, etc. Mais pour toi, est-ce que c'est une problématique, tout ça? C'est sûr que dans l'avenir, ben, on a entendu parler aujourd'hui qu'il va manquer beaucoup de monde encore plus en forêt, probablement, parce que c'est jamais évident de se lever le lundi matin à 3 heures pour laisser sa famille puis d'aller travailler. Fait que c'est sûr que dans la nouvelle génération d'aujourd'hui, bien, ça sera. Faut pas se mettre la tête dans le sable et dire que ça va être moins pire. Là. Ça fait que c'est de donner des avantages, d'essayer c'est d'encourager aussi les jeunes qui s'en vont vers des techniques pour aller en forêt, le dire la réalité, mais aussi que la réalité sur le terrain, ça c'est vrai. Là. C'est pas dire, ben tu sais, on a des services, on donne ci, on donne ça, mais tu t'aperçois, tu arrives en forêt, puis c'est pas ce qu'on a entendu dire. Là. Ça fait que là, les jeunes se découragent, puis ils vont faire 1 an, ils vont changer de métier parce que, tu sais, comme je vous ai dit tantôt, c'est pas évident de partir le lundi puis de laisser la famille. Donc, c'est souvent ce qu'on entend parler, effectivement. Donc, un des défis de la main-d'œuvre. Jérôme, peut-être tu as le micro. Donc, au niveau de tes enfants, toi, tu en as 3? Hein? Moi, j'ai une fille puis 3 gars. Alors, j'ai été chanceux. J'ai un gars qui est intéressé. Les autres, quand ils viennent sur les lots, ils s'informent si le chalet, il y a de l'eau, puis s'il y a du bois. Merci, père. Et j'insisterai sur le volet aménagement. Vital, en 75, tu étais venu chez nous faire une coupe d'éclaircie commerciale. Et depuis 5 ans que je coupe du bois. Et si je compare la production dans une forêt non aménagée, ça donne à peu près 2 mètres cubes à l'hectare par année. Et moi, dans la partie que vous avez aménagée, ça m'a donné 4 mètres cubes à l'hectare, comme en Suède puis en Norvège. Ça veut dire que des forêts aménagées, c'est rentable. Il ne faut pas lâcher. Je crois qu'au bout de tout ça, ton père t'a parlé de l'entreprise, etc., mais il demeure ni plus ni moins qu'il faut avoir la passion. Hein? Si tu n'as pas la passion, c'est presque impossible. C'est un choix personnel qui ne m'a jamais été imposé. Je n'ai pas eu de pression là-dessus. Je l'ai aidé quand j'étais jeune, pas vraiment par choix. Maintenant, j'y vais par choix. Et j'aime ça. Je m'occupe de la machinerie, puis il entretient les chemins. Est-ce que c'est plus difficile, effectivement, de traiter avec des enfants plutôt que des employés hors famille? Comment tu l'as vécu, toi, cette histoire-là? Là? Ben moi, avec les enfants, là, c'est le paradis. Hein. Vous savez, on est au bureau, là, puis on se rencontre, puis on essaie de trouver des solutions à des problèmes qu'on vit. Ces petits gars-là, je les appelle les petits gars. Ces gars-là, là, ils m'en trouvent des solutions. Puis, on n'est pas toujours, nous autres, même si on est un certain âge, on n'est pas toujours parfait. Mais les autres aussi ne sont pas toujours parfaits aussi. Hein? Mais il reste que les deux ensemble, là, on s'entend très bien, très, très, très bien. Ben, les 3, là, parce qu'on est 3. Moi, je dis que c'est fameux, là, puis ils vont aller loin, les petits gars. Donc, vous travaillez en équipe, parce qu'habituellement, tu décidais seul. Oui. Maintenant, est-ce que tu décides avec eux? C'est-tu un réflexe que tu as appris à les consulter? Bien difficile, bien difficile. Une petite anecdote encore, c'est qu'en 2012, ça a commencé peut-être un petit peu avant, on a fait l'acquisition d'une entreprise où j'ai eu le malheur de travailler seul. Puis on me l'a reproché. Les gars me l'ont reproché. Puis ça, là, j'ai appris une chose, c'est que quand tu es 3, il faut travailler à 3. Il ne faut pas travailler tout seul. C'était dans la série Lignarex où c'était assez avancé. C'était assez avancé dans le processus. Puis, on n'avait pas parlé à Yannick et à Jonathan. On m'a tapé ses doigts.
On lui en a pas tenu rigueur très longtemps. Ben, c'était pas, je pense que c'était un très bon investissement. C'était seulement le fait de ne pas nous en avoir parlé qui était choquant un petit peu. Mais fais attention. Mais c'est ça, c'est un réflexe. Hein? Il était tellement longtemps tout seul que... Mais vous êtes impliqué. Vous avez un conseil d'administration, faites des réunions. Donc, c'est le défi. Il y a des PME, il faut se gouverner différemment. Donc, on implique les plus jeunes. Bertrand, toi, de ton côté, est-ce que tes jeunes sont impliqués dans les décisions? Ils vont certainement faire les achats le vendredi, ils vont faire les commissions. Est-ce que dans la gestion, ils ont commencé à apprendre ça, ce métier-là? Ah oui, ça fait 2, 3 ans, 4 ans, j'ai toujours impliqué. Tout le temps, dans des décisions mécaniques, dans la mécanique, là, ils ont fait tous les 3 le secondaire 5, ils ont 2 DEP chaque, puis c'est un en mécanique, 2 en mécanique, 1 en soudure, sont outillés, puis j'aime les consulter. J'aime surtout mon plus vieux, là, lui, ça va être un leader, puis avec lui, j'aime bien prendre des décisions, puis le mettre au courant de mes décisions avant d'agir, là, autrement dit. Là. Pas faire comme Vital a fait. Jérôme consulte certainement avant, lui. Écoutez, vous êtes de très beaux cas. Honnêtement, là, c'est vraiment intéressant de voir. Je vais vous donner la parole pour donner un mot de la fin, pour donner vos coups du cœur, les conseils à donner pour ceux qui ont des enfants en affaires. Comment vous prendriez, ou donner un petit conseil d'une phrase, parce que la statistique présentement au Québec, c'est que plus de 90 des entrepreneurs n'ont aucun plan de relève, au moins 10 ans en retard. On sait que ça a des retombées économiques importantes. Donc, on va commencer par Vital. Quel conseil tu peux donner aux gens? En fait, aux jeunes, ce que je peux donner comme conseil, c'est de les intégrer, vous êtes tous des forestiers, la plupart d'entre vous, c'est de leur montrer la forêt, vos enfants, vos petits-enfants, allez leur montrer comment ça pousse un arbre, montrer les feuilles, montrer parce qu'en fait, les petits gars qui sont là, on a un côte à côte, pas toutes les semaines, on a des boisiers alentour de chez nous. Ils vont toutes les semaines, on a une cabane à sucre, puis ils vont les inculquer un petit peu l'amour de la forêt. C'est que chacun d'entre nous, je pense qu'on a un travail à faire. Puis le travail, ça serait de les inculquer l'amour de la forêt. C'est le seul parce qu'en fait, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller en forêt, de faire le travail en forêt s'il ne veut pas y aller. Il faut qu'ils aiment ça. Les petits gars, eux autres, ils ont aimé. J'appelle toujours les petits gars. Je ne devrais pas dire ça. Mais en fait, ton commentaire, Jonathan, je peux le dire aussi, tu as un amour autant que moi de la forêt. Hein? Oui, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai tout le temps aimé la forêt, les grands espaces, mais je pense que tu y as contribué grandement. Je me rappelle, quand j'étais jeune, tu m'amenais, je pense que j'avais 7-8 ans, tu m'amenais sur les chantiers voir les machines. Je m'en souviens encore, fait que ça a sûrement joué un grand rôle. Puis tu parlais tantôt de nos enfants à nous. En tout cas, mon garçon, dernière nouvelle, a dit qu'il voulait travailler dans le bois comme son père. Remarquez, il a le temps de changer d'idée. Puis comme mot de la fin, je dirais qu'un transfert d'entreprise, c'est ça, il faut prendre le temps, il faut y aller de façon graduelle. Puis il faut aller voir Éric, effectivement, aussi. Bertrand, quel mot de la fin tu pourrais donner à l'auditoire en ce qui te concerne, les conseils que tu peux donner? Les jeunes, les enfants, eux autres, il faut qu'ils aient la passion, puis c'est dans les impliquants. Ça débute jeune aussi. Là. C'est sûr que quand, mettons, moi, j'ai côtoyé des entrepreneurs qui avaient des enfants aussi, puis eux autres, quand ils partaient, puis ils allaient en forêt, qu'ils allaient à la machine, tout ça, donc tu peux pas venir, c'est trop dangereux, tu peux pas faire ça. Mais moi, j'ai tout le temps traîné mes garçons. Puis en les traînant jeunes, ils ont vite su que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant pour eux autres aussi. Puis en nous voyant grandir là-dedans, c'est sûr qu'ils ont sûrement eu un bel exemple parce qu'ils ont tous les 3 partis vers la forêt. Ça fait que c'est 100%. Là. Fait que on ne peut pas demander mieux. Ce que tu me disais tout à l'heure, tu vas arriver à l'étape là, de les intégrer officiellement, donc évaluer l'entreprise, regarder, les intégrer à l'actionnariat, puis faire ça progressivement dans le futur. C'est bien ça qui s'en vient pour toi, faire un plan de relève. Ah oui, c'est sûr. Oui. Parfait, Bertrand. Jérôme et Hans, écoutez, honnêtement, c'est une grande partie importante de la culture forestière puis le parc d'inventaire forestier que nous avons. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ceux qui
qui ont soit des lots pour les transmettre en famille. Une chose qu'on devrait faire là, quand on a des lots proches de la ville, c'est de permettre aux gens de passer chez vous et de les laisser chasser même. Sinon, on se fait des ennemis. C'est bien important, puis ça permet aux gens d'aimer la forêt et de nous apprécier aussi. Moi, je rencontre du monde partout qui me voit en casse de motoneige, puis ils me reconnaissent. « Ah, salut, merci, tu nous laisses passer chez vous. » Alors, il faut laisser passer les gens. Et comme dernier commentaire, je ferai le commentaire de Bokar Diouf. Comme disait mon grand-père, « Tu vas faire encore d'argent, mais le bon Dieu ne fera plus de terrain. Gardez vos lots. » Tu lances un message aux jeunes qui sont ici dans la salle et ceux qui sont apparentés Et oui, sauf qu'il faut vraiment être passionné parce que j'ai pas beaucoup d'amis qui aiment ça se lever à 5 heures et venir m'aider. Ils vont plutôt se coucher à 5 heures. C'est pas pareil. C'est vrai que si vous voulez que vos jeunes soient passionnés, amenez les jeunes comme Bertrand, puis allons-y. Puis, Donc là, on peut tout aller sur ton lot cet hiver, d'autres là. L'hiver, il n'y a pas de Jérôme, problème. là, il n'y a pas de problème. Ça fait depuis que j'ai mes lots que personne ne demande de permission. Bravo. On est sur le mot de la fin. On voulait transmettre finalement en 45 minutes la transmission. Donc, c'est la passion du transfert. On vous félicite, mes chers amis. On sent que c'est une passion de passer au prochain. Félicitations, mes chers amis. Merci. On m'a demandé d'essayer de ramasser l'ensemble des informations fournies par les conférenciers et d'en faire un petit résumé. Je vous avouerai que la tâche n'est vraiment pas évidente. Vous m'excuserez. Et on fait ça en manuscrit. Donc, je vais essayer de lire mon texte, mais si je m'accroche comme tantôt dans les mots vous m'excuserez. Pour justifier l'importance de leur travail, les historiens utilisent souvent une maxime célèbre, et je ne l'avais pas prévu celle-là, que n'aurait pas renié le grand-père de Bokar Diouf. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Cette phrase qui lie le futur au passé, en passant par le présent, s'applique admirablement bien à la journée que nous venons de vivre. En effet, l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean nous a concocté un programme de conférenciers qui, chacun à leur façon, s'articulaient autour du thème choisi pour le congrès de cette année, « Forêt et bois, une fierté à transmettre ». Nos conférenciers nous ont fait voyager dans le temps, nous ont fourni des pistes pour mieux expliquer notre présent forestier. Ainsi, nous pouvons mieux préparer notre futur forestier. Lorsqu'on parle de fierté à transmettre, il est impossible de ne pas se référer en premier lieu aux premiers occupants de notre immense territoire forestier du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En ce sens, la conférence témoignage du chef Clifford Moore nous a rappelé que les Inuits de Mashteuiach ont été les premiers à comprendre que la transmission des valeurs associées à la forêt, à leur milieu de vie, n'était pas qu'un souhait. C'était une obligation, une question de survie, tant pour l'individu que pour la nation. J'ai senti dans la conférence du chef Moore que cette question de transmission est plus pertinente que jamais dans le contexte multiculturel vécu maintenant. Qui plus est, à une période où nous sommes tous exposés à de nouveaux modèles sociétaux, sinon à des révolutions. Nous ne pouvons que vous souhaiter, M. Moore, le chef, du succès dans cette noble mission consistant à perpétuer votre vision, celle d'un Piekokouakami Ultiat qui vit et respecte son environnement et l'héritage de ses ancêtres et de son peuple. C'est d'autant plus important que cette vision est aussi fort utile maintenant à vos voisins et amis qui œuvrent dans le domaine de l'éducation. C'est ce que nous ont démontré les conférences de Mme Couture et Duquette. Transmettre une fierté envers un objet comme la forêt doit commencer le plus tôt possible et se poursuivre le plus longtemps possible. Quoi de mieux que de viser les élèves du primaire et du secondaire dans le cadre d'activités de formation? Quels moyens prendre? C'est un grand défi. C'est ce que nos conférencières nous ont présenté. Pour elles, l'interdisciplinarité, sciences et technologies, géographie, histoire, sont les exemples qu'ils nous ont présentés. Sont autant de disciplines à mailler. Et la bonne nouvelle, selon elles, c'est qu'il y a de l'espace nécessaire pour parler forêt dans les domaines généraux de formation.
Leur rêve, la forêt comme objet d'apprentissage interculturel et interdisciplinaire à tous les niveaux. Pour réaliser ce rêve, les enseignants et enseignantes auront besoin de soutien et des organisations comme l'association, déjà présente, sera toujours bienvenue. C'est ce que j'avais compris de leur conférence. Toujours sous le thème « Fierté », André Tremblay nous a présenté une nouvelle initiative qui cherche à expliquer la forêt, à rétablir des faits, à rappeler que le secteur forestier est un secteur d'avenir, particulièrement comme acteur majeur de l'économie verte avec l'utilisation du matériau bois. Une campagne web et une campagne télé sont en cours présentement. Le collectif pour une forêt durable apparaît être le genre d'initiative dont on a besoin pour susciter cette fierté tant désirée envers la forêt, envers le matériau bois. Madame Flamand-Hébert, une historienne, nous a fourni une perspective historique qui démontre que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on voit la forêt comme un milieu polyvalent qui permet la satisfaction d'un nombre important de besoins, allant des besoins de nature économique jusqu'aux besoins de conservation, on en parlait même dans les années 30, en passant par des besoins de nature plus sociétale. Mais en écoutant Mme Flamand-Hébert, on comprend mieux pourquoi le peuple canadien-français a passé des périodes où il ne tirait pas beaucoup de fierté de sa forêt. Les premiers ingénieurs forestiers ont tenté de faire réaimer cette forêt à leurs contemporains. La littérature, surtout à partir des années 30, a poursuivi dans cette voie à sa façon. Et comme chercheur longtemps impliqué dans le secteur reboisement, j'ai bien aimé la citation qu'elle nous a présentée, la citation d'André Touriet. « Celui qui plante un arbre est un bienfaiteur de l'humanité. Celui qui en détruit un inutilement est un criminel. » J'insiste ici sur le mot « inutilement ». Et pour le Québec en particulier, j'ajouterais à cette citation, à cette phrase, que ceux qui protègent la régénération naturelle dans leurs activités sont aussi des bienfaiteurs de l'humanité, parce qu'ici au Québec, en forêt boréale en particulier, on compte beaucoup sur la régénération naturelle. Pour Martin Hébert, anthropologue, avec des intérêts marqués pour l'histoire, après tout, il est vice-président de la Société d'histoire du Québec, Société des forêts, en tout cas l'histoire des forêts, oui, c'est ça. Il importe de rendre pertinente l'histoire forestière au débat actuel entourant la forêt. Pourquoi? Parce que l'histoire est pleine de leçons. Elle est son laboratoire le plus précieux. J'ai adoré cette expression de laboratoire le plus précieux. Il a su nous convaincre de l'obligation pour les pôles du développement durable de communiquer les uns avec les autres, mais à double sens, pas uniquement dans un sens, à sens unique, comme on le voit, par exemple, entre l'économique et le social. J'ai trouvé sa démonstration fort intéressante. Sa démonstration de la dynamique existante entre les pôles économiques et les pôles sociaux était, je viens de le dire, fort pertinente. Une phrase de Martin que je vais méditer longuement. Historiquement, au Québec, la production façonne la culture. Aujourd'hui, c'est la culture qui façonne la production. Je vous avouerai que je n'ai pas tout saisi encore et j'espère le rencontrer bientôt pour essayer de développer autour de cette idée, parce qu'il y a quelque chose qui m'apparaît porteur, même si, je vous le dis, là, je ne la comprends pas toute. J'espère, si quelqu'un dans la salle la comprend, vous viendrez m'expliquer après. Et enfin, une dernière chose que j'ai retenue de la conférence de M. Hébert, et la dernière chose de cette conclusion, c'est qu'on va avoir besoin de témoignages d'acteurs forestiers qui ont évolué à différents niveaux. On a vu tantôt avec le chef Moore un témoignage. Il y a d'autres acteurs qui ont beaucoup travaillé dans le monde de la forêt. Gérard, l'écriture de tes mémoires, y as-tu pensé? Merci.